Contact extraterrestre avec les Pléiadiens de Héra. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec les Pléiadiens, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Partie 3A. La partie 3 a finalement été partagée en 2 sous-parties parce qu'elle était un peu trop longue pour une seule vidéo. Le sommaire de la partie 3A, la vidéo actuelle. 7 étapes de l'évolution de la vie humaine dans l'univers, l'histoire de la colonisation de la Terre par les Pléiadiens, diverses choses comme les voyages temporels dans le futur, les prédictions du futur par Sfat, l'accident de Semjase, les tentatives d'assassinat de Billy et de Figo, les vaisseaux pléiadiens, les différents types, Dal, andromédiens, et les preuves, très solides, morceaux de métal pléiadien analysés, les traces d'atterrissage et les sons du vaisseau extraterrestre enregistrés. À venir, pour la prochaine vidéo, le sommaire de la partie 3B, les tentatives de discrédit par des agences et les Men in Black, les témoins, là aussi très solides, en nombre, qui ont observé les vaisseaux, qui les ont photographiés, qui ont vu Billy Meyer apparaître devant leurs yeux, se matérialiser, et d'autres diverses choses. Une note sur Calliope, la femme de Billy Meyer, son ex-femme plutôt, les confirmations par d'autres contacts extraterrestres, ce qui est un fait remarquable. Et tout cela nous amènera vers un avis en conclusion.
Dans le 70e contact du 6 janvier 1977, Semjase raconte l'histoire des Pléiadiens, dont les origines remontent aux constellations de la Lyre et de l'étoile Vega. À différentes périodes, la Terre a été visitée et utilisée pour exiler des criminels, qui ont parfois fusionné avec les formes de vie primitives locales. Cette civilisation a connu des guerres dévastatrices causées par la soif de pouvoir et l'usage d'armes destructrices. Ses ancêtres maîtrisaient déjà les voyages spatiaux il y a plus de 22 millions d'années, mais ont exploré de nombreuses planètes, y compris la Terre. Concernant l'histoire de leur interaction avec la Terre, la voici. Il y a 22 millions d'années, les Lyriens, une race humaine géante mesurant entre 6 et 9 mètres, avancée technologiquement et spirituellement, arrivèrent sur Terre en mission d'exploration. Ils créèrent une colonie sur la planète habitée par une espèce humaine primitive. Cependant, une comète géante, appelée le Destructeur, détruisait leur planète d'origine et une grande partie de leur système, laissant les Lyriens sans technologie. Les Lyriens, divisés par des guerres internes, avaient des tendances guerrières. Après une guerre majeure dans leur système, un groupe de Lyriens vaincus et guerriers se réfugia sur Terre en 387 000 avant Jésus-Christ. Ils y trouvèrent les humains locaux, dans un état primitif, et les traitèrent comme esclaves. Les Lyriens vainqueurs traquèrent les vaincus et les retrouvèrent sur Terre. Et dégoûtés par la situation de voir la mise en esclavage, mutilation, exploitation et viol des peuples plus primitifs, ils retirèrent toute technologie de la planète et laissèrent les 144 207 soldats lyriens envahisseurs derrière eux, sans plus aucun pouvoir. Ils s'éteignirent progressivement, devenant partie intégrante du monde spirituel de la Terre. Des siècles plus tard, les Lyriens, maintenant reconstruits et toujours en guerre, décidèrent de migrer vers un autre système stellaire. En 228 000 avant Jésus-Christ, un groupe dirigé par Azaël fuit les guerres et s'installa dans le système stellaire ressemblant à nos Pléiades, formant une nouvelle civilisation sur 3 planètes. Azaël eut une fille, Pléia, qui prit la succession de son père et mena la civilisation des Lyriens dans ce nouveau système, maintenant connu sous le nom de Pléiades, mais qui est dans une autre dimension que nous, et un peu plus loin que nos Pléiades. Les Pléiadiens, vivant dans une dimension parallèle à la nôtre, commencèrent à explorer le système solaire de notre dimension. Ils retrouvèrent des débris de leur ancienne planète détruite dans l'orbite de la comète appelée le Destructeur. À partir de là, de nouvelles explorations ont conduit à la redécouverte de la Terre habitée par des humains, qui fut colonisée avec Mars et Malona, une planète détruite plus tard par une guerre interne, formant la ceinture d'astéroïdes actuelle. Cependant, les conflits ont toujours fini par détruire les civilisations établies sur Terre, laissant place à des périodes de déclin et de sauvagerie. Le développement de la Terre continua alors, tandis que les Pléiadiens observaient son évolution, avec l'espoir d'un futur plus vertueux pour leur civilisation. Il y a environ 50 000 ans, une autre vague de réfugiés arriva sur Terre, qui établit une civilisation avancée pendant 10 000 ans, avant qu'un nouveau chef ne prenne le pouvoir et ne provoque une guerre dévastatrice. Une partie des survivants s'enfuit vers l'étoile de Barnard, mais dans leur dimension non visible de nous, tandis que ceux restés sur Terre dégénérèrent. Il y a 33 000 ans, Atlante, Cariatide et Muras fondèrent des civilisations prospères sur Terre. Sous la direction d'Atlante, l'Atlantide fut construite et rendue habitable, tandis que sa femme, Cariatide, fonda la Petite Atlantide. Son père, Muras, bâtit la ville gigantesque de Mu. Après 18 000 ans, des scientifiques rebelles furent exilés dans l'espace, mais revinrent 2000 ans plus tard sous le commandement d'Arus pour conquérir des territoires. Après 1502 ans de guerre, l'Atlantide et Mu furent détruites. L'Atlantide a été détruite par les scientifiques de Mu, il y a 11 498 ans. Ensuite, un astéroïde s'est écrasé au même endroit, il y a 10 215 ans, suivi par le passage de la comète, le Destructeur, qui a causé un déluge mondial il y a 10 080 ans. Cette comète a provoqué d'autres catastrophes, il y a 7 957 ans, 6 906 ans et 4 453 ans, entraînant notamment la dernière fois le placement de Vénus sur son orbite actuelle par sa force de gravité. Les scientifiques survivants s'exilèrent à nouveau, tandis que Giavone prit le pouvoir après avoir assassiné son père Arus.
Géavon fut assassiné par son fils Géab, qui mena des guerres, avant d'être renversé par ses propres fils, Ptah et Salam, inspirant à la paix. Rien à voir avec le Ptah de Budmeia. Arustem, évincé, se réfugia sous la pyramide de Gizeh, où son groupe perdit peu à peu son influence et sa technologie, s'éteignant avec la mort de Kamagol II en 1976. Au fil des siècles, ces intelligences de Gizeh perdirent leur technologie et leur longévité. Pendant ce temps, Ptah et Salam gouvernèrent pacifiquement, et leurs descendants, Pléios, guida Jimmanuel avant de quitter la Terre. Un groupe d'Ariens restés sur Terre et errant en Asie, privés de technologie, se fondit dans les populations locales et perdit la mémoire de ses origines. Le groupe appelé les Intelligences de Gizeh, également appelé Bafat, sont un groupe dissident d'extraterrestres ayant des ancêtres terriens et pléiadiens. Depuis les temps anciens, ils cherchent à dominer l'humanité terrestre grâce à leur haute technologie, suivant une voie différente de celle des pléiadiens. Parfois en contact avec les pléiadiens, ils sont souvent en opposition avec eux. Selon les pléiadiens, ils sont associés à des entités comme Ashtar Sheran, les Hommes en Noir, Men in Black et les Seigneurs créateurs de Sirius. Leur influence a été exercée indirectement à travers des sociétés secrètes comme la société Thulé, les nazis sous Adolf Hitler, et par la manipulation de textes religieux tels que la Bible et le Talmud de Jimmanuel. Leur technologie était fondée sur des impulsions télépathiques, des archives de civilisations passées et une profonde connaissance de l'évolution, de la conscience, du vieillissement, ainsi que des modifications génétiques anciennes de l'humanité terrestre. Au XXe siècle, la Fédération pléiadienne et le Haut Conseil d'Andromède ont considéré ces intelligences comme de plus en plus dangereuses, car elles ont même attaqué les pléiadiens. Leur influence a conduit à des événements comme la montée du nazisme avec Hitler étant sous leur influence. Pour empêcher la Troisième Guerre mondiale, prévue pour le tournant du millénaire, Asket et son peuple, venant d'un univers différent, ont été autorisés à intervenir, car ils ne sont pas soumis aux lois d'intervention des mondes en développement édictées par le Haut Conseil. Les pléiadiens ont ensuite décidé d'agir contre les intelligences de Gizeh, détruisant leurs bases secrètes sur Terre, notamment celle sous le Caire, et les déportant dans une galaxie lointaine pour y purger leur malveillance. Cette opération a eu lieu entre 1978 et 1982. Leurs effets d'impulsion télépathique sur la Terre subsisteraient pendant encore 200 à 300 ans selon Ptah. Nocodémion est une entité spirituelle vieille de 86 milliards d'années, ayant créé sa première population il y a 29,5 milliards d'années sur la planète Sadr. Il a déplacé son peuple vers la Lyre et Vega, dans un univers décalé dans le temps, avant que la galaxie d'origine ne disparaisse. Il a donné des noms aux univers, dont l'univers d'Ern, celui de la Terre, qui signifie « la création se dévoile » dans sa langue, dont est dérivé le nom du nouvel univers Radern, qu'ils ont découvert dernièrement, qui signifie « nouvelle création étrangère qui se dévoile ». Après plusieurs exodes, Nocodémion a atteint un niveau spirituel élevé à 58 milliards d'années, et est devenu Arahat Atersatin. Toutefois, voyant que ces peuples s'étaient dégénérés, il est revenu dans un corps matériel il y a 12 milliards d'années pour les guider et leur enseigner les lois de la création. Ce retour implique encore 48 milliards d'années d'évolution avant son retour à la forme purement spirituelle. Ptah explique que Nocodémion a utilisé des armées androïdes pour arrêter les violences de ces peuples dégénérés et restaurer l'ordre. Ce processus a duré des milliards d'années et a permis de réinitialiser spirituellement les âmes dégénérées. Nocodémion a décidé de quitter l'univers spirituel avancé et ne peut y revenir sans refaire toute l'évolution naturelle. Cette chute, qui est une perte énorme de temps d'évolution pour lui, est liée à son désir d'aider les peuples humains qu'il a créés dans les univers, et les pléiadiens lui disent que eux n'auraient jamais fait ce choix. Les pléiadiens révèlent que l'esprit incarné en Binmeyer est le même qui s'était incarné dans les prophètes Enoch et Élie sur Terre. Cet esprit est celui de Nocodémion, qui a joué un rôle de guide pour ces peuples d'origine lyrienne à travers l'univers Ankar et Dern. Nocodémion, après avoir guidé des peuples anciens, incarnera à nouveau une forme humaine sur Terre vers 2074-2075 pour poursuivre sa mission. Puis il quittera la Terre en l'an 3999 pour continuer son travail à l'échelle de l'univers,
après avoir vécu sur Terre depuis 387 000 ans avant notre ère. Les Pléiadiens disent à Billy Meier qu'il a acquis une connaissance profonde de la vérité et des lois spirituelles grâce à des enseignements, comme ceux de Sfat, Asket et d'autres, ainsi que ses voyages dans le passé. Ces enseignements ont libéré Billy des fausses croyances et ont approfondi sa compréhension spirituelle. Les textes anciens, y compris des écrits comme le Talmud de J. Manuel et de nombreuses informations données par les Pléiadiens à Billy, mentionnent qu'il est une réincarnation de prophètes antérieurs tels qu'Enoch, Élie, Isaïe, Jérémie, J. Manuel et Mahomet. Ces prophètes se sont incarnés successivement pour accomplir des missions spirituelles importantes. Billy Meier a, selon les textes, une mission de 10 000 ans pour enseigner à l'humanité la vérité sur la création, l'amour et les lois spirituelles. Un fragment ancien, découvert par Billy Meier, estimé à 8500 ans, conforte cette lignée prophétique, mentionnant qu'il portera plusieurs noms à travers différentes vies pour accomplir sa mission, y compris ceux d'Élie, Isaïe, Jérémie, J. Manuel, Mahomet et finalement Billy qui y est mentionné. Note. Ceci suggère une très grande manipulation de la part des Pléiadiens pour exagérer la position de Billy et de son ego, en le valorisant excessivement et en instillant une forme de culte de la personnalité qui le met au centre et le rend contrôlable, car il est ultra valorisé par eux et obtient son statut de leur reconnaissance accordée. Il défendra donc leur position à tout prix, sans les remettre en question de cette façon. Son statut de prophète universel tenant aux Pléiadiens, à qui il sera donc psychologiquement redevable et lié. Ce plan de manipulation de Billy aurait été mis en place depuis son enfance, ce qui remet en question la véracité des informations transmises par eux. Qu'est-ce qui est manipulation et qu'est-ce qui ne l'est pas dans leur récit ? Fin de note. Conscient de ce rôle, trop mis en avant par des Pléiadiens le concernant, Billy Meier précise dans ses communications au public qu'il n'est ni un maître spirituel, ni un élu, ni un gourou. Bien qu'il soit en contact avec des extraterrestres de la Fédération pléiadienne, il reste un homme simple, enseignant et messager. Il partage ses connaissances, acquises par lui-même ou transmises par ses contacts, avec ceux qui souhaitent apprendre. Il ne cherche ni à être adoré, ni à s'enrichir, et ne se place pas au-dessus des autres. En tant que fondateur de la FIGU, il remplit une mission d'enseignement sans prétention ni culte de la personnalité, fidèle à des valeurs d'humilité, de respect et d'égalité entre tous les êtres vivants. Ptah explique que les enseignements spirituels, transmis depuis 9 milliards d'années par des héros comme Nocodémion, ont été apportés à la Terre par des Pléiadiens. Leur mission est de guider l'humanité selon les principes spirituels, en particulier l'enseignement de la vérité, de la vie et de la création. Les ancêtres des Pléiadiens se sont installés sur Terre il y a des millions d'années et ont influencé l'évolution humaine. Ces héros ont introduit leurs enseignements à différentes époques, notamment il y a 389 000 ans, bien que ces efforts aient souvent été ignorés par les masses. Billy Meier ajoute que les Pléiadiens viennent de la dimension d'Ankar, un univers différent de celui du Dern, et que la Terre est la seule planète du Dern où ils ont un impact. Les Pléiadiens ont colonisé d'autres planètes dans l'univers Ankar, mais leur influence sur la Terre reste unique. Billy Meier voyage dans le futur avec Quetzal dans le contact numéro 104, en mars 1978, pour observer et photographier la destruction de San Francisco par un tremblement de terre. Depuis leur vaisseau, ils survolent la faille de San Andreas et la ville en ruine, Meier prenant des clichés. Quetzal lui rappelle d'éviter la lumière du vaisseau pouvant altérer la pellicule. Après leur mission, ils reviennent à son point de départ, 30 minutes avant son départ initial. Billy Meier découvre qu'un tableau publié en 1977 dans le magazine allemand Geo représente presque exactement la même scène de destruction de San Francisco qu'il a photographiée lors de son voyage temporel avec Quetzal. Il craint que cela soit utilisé pour l'accuser encore de fraude, suggérant qu'il aurait simplement pris en photo une illustration existante. Il en parle dans le contact numéro 106 en avril 1978 à Quetzal, qui explique que l'image a été transmise par inspiration à l'artiste par les intelligences de Ba'avi, des alliés extraterrestres des Pléiadiens, mais qu'une erreur a été commise. Cette image n'aurait dû être publiée qu'un an plus tard. Pour éviter de nouvelles accusations, Quetzal décide de récupérer les photos et négatifs de Meier, qui ne seront jamais publiés.
Sfat a donné à Billy des prédictions sur les événements terrestres jusqu'en 2250. Ses successeurs, notamment Asket, a poursuivi cette transmission de prédictions. La Figou a retardé la publication de nombreuses conversations entre Sfat et Billy de 1942 à 1953, bien que certaines aient été diffusées après plusieurs décennies. Depuis 2024, des extraits limités de prédictions sont publiés pour la période de 1942 à 2023. Mais leur validité publique reste faible, car seules les archives internes de la Figou permettraient de prouver qu'elle précédait réellement les événements. En effet, on a accès aux prédictions, mais des années après que les faits aient eu lieu. Les prédictions sont très nombreuses et très explicites, avec presque tout le temps l'année donnée. On peut extraire certaines en exemple. Il était indiqué la proclamation de la République de Chine en 1949, que Jérusalem deviendrait la capitale d'Israël la même année, la mort de Staline en 1953-1954, Sputnik lancé en 1957 et la course à l'espace, la fermeture de l'Allemagne de l'Ouest pour 1961, la division de Berlin pour 1962, l'assassinat du président des États-Unis en 1963, les premiers pas sur la Lune en 1969, mais en indiquant que ça serait un faux alunissage réalisé sur Terre qui serait projeté au monde entier. Une catastrophe nucléaire en 1986 en URSS, la guerre du Golfe en 1990-91, la dissolution de l'Union soviétique qui devient la Russie en 1991, un attentat majeur aux USA pour 2001 qui déclenchera une série d'interventions militaires, une pandémie mondiale pour 2019-2020 qui fera des millions de morts et bouleversera l'économie mondiale. Des prédictions sont aussi données sans date car elles ne sont pas encore réalisées, comme les pôles qui se déplaceront, des déplacements sous-marins qui créeront de nouvelles terres dans l'Atlantique et le Pacifique, la Terre qui se fissurera en certains endroits, et l'Angleterre ainsi qu'une grande partie du Japon qui seront engloutis par la mer. Le nord de l'Europe subira aussi des transformations profondes et deviendra inhabitable. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Wendell Stevens et son équipe, comprenant Tom Welsh, Lee et Britt Elders, ont mené la première enquête approfondie sur l'affaire Billy Meyer, ce qui a suscité de nombreuses enquêtes ultérieures à travers le monde. Des livres sur les contacts de Billy Meyer ont été publiés à partir de 1980, avec plusieurs autres ouvrages d'enquête et d'analyse publiés au cours des années suivantes. Avant cela, les informations étaient diffusées principalement par le bouche à oreille, et le cas était connu localement. Billy Meyer, avec l'aide de ses partisans, a formé un groupe appelé FIGO, ce qui signifie « Communauté libre d'intérêt universel », pour diffuser ces informations au grand public. Ce groupe est devenu officiellement une association, et ses membres ont invité Billy à s'installer au Semjase Silver Star Center SSSC en Suisse, où il réside toujours en 2025. Ce centre est le siège mondial du FIGO. Depuis lors, le FIGO vend plus de 600 livres et livrets sur les enseignements spirituels, cosmogoniques, etc., ainsi que sur la méditation et d'autres sujets liés au contact de Billy Meyer. Quant à sa femme, Calliope, dit Poppy, elle a quitté Billy et le SSSC au printemps 1995, entamant un divorce qui s'est officialisé en juin 1997. Elle a quitté le FIGO en août 1996 et a poursuivi sa carrière en tant qu'infirmière, recherchant une vie plus normale. Du 23 septembre 1964 au 3 septembre 2015, Billy Meyer a été la cible de 23 tentatives d'assassinat, provenant de personnes humaines et extraterrestres. Ces tentatives ont été partiellement documentées dans un livre de la FIGO. Parmi les plus récentes, le 8 juin 1998, Meyer a échappé à une tentative de fusillade alors qu'il marchait près du centre Semjase Silver Star. Une balle a frôlé son front, atterrissant dans un arbre à proximité. Après cet incident, les Pléiadiens ont conseillé à Billy de rester dans un rayon de 30 km autour du centre où il vit depuis 1979 et où ils ont mis en place un système de surveillance pour prévenir de futures tentatives. À cause du surmenage et de la pression constante pendant des années, Billy est tombé gravement malade et a subi un effondrement physique critique le 4 novembre 1982, mettant sa vie en danger. 1982 est de fait la période de la fin de ces séries de photos.
Il a été très peu capable d'écrire les rapports de contact pendant environ 5 ans, à cause d'un traumatisme crânien grave. Il a eu quand même des rencontres avec des pléiadiens qui venaient se matérialiser chez lui, au centre où il vivait, pour lui rendre visite et lui parler de temps à autre. Mais plus de rendez-vous de contact en campagne avec photos. Ce n'est qu'à partir de 1989, en retrouvant peu à peu ses forces, qu'il a pu reprendre la rédaction des rapports, grâce à la transmission télépathique, mais à un rythme plus lent qu'auparavant. Le 3 février 1984 marque le dernier contact entre Semjase et Billy Meier. Semjase avait subi un accident le 15 décembre 1977 au centre SSSC. En se levant précipitamment, elle s'était prise le pied dans une table et était tombée tête la première sur un four électrique, déclenchant par réflexe sa téléportation vers son vaisseau. Retrouvée plus tard inconsciente dans son vaisseau par Quetzal, elle avait subi un grave traumatisme cérébral et des fractures, nécessitant des soins sur Hera. En novembre 1984, elle a subi un effondrement cérébral lié à ce vieil accident et a été transférée dans l'univers d'Al, chez les gens d'Asket pour y être soignée. Sa régénération complète prendra environ 70 ans. Après son départ, les contacts physiques avec Billy Meier ont continué jusqu'en 1986, comme prévu dans le cycle de 11 ans de contact, avec Quetzal, le pléiadien de 350 ans, expert en technologie et commandant des stations pléiadiennes dans notre système solaire, comme remplaçant. Les pléiadiens appellent leurs vaisseaux des beam ships, qu'on peut traduire par vaisseau à rayons ou vaisseau à faisceau. Les vaisseaux pléiadiens sont de plusieurs types, qui ont été répertoriés schématiquement en vue de profil et de dessous par Wendell Stevens, selon leurs caractéristiques. Ils sont invisibles grâce à un champ de protection qui enveloppe le vaisseau et qui peut être déformé de façon conique dans une direction pour se rendre visible depuis un angle étroit pour un observateur précis seulement. Les dalles arrivent dans des vaisseaux spatiaux circulaires en forme de disque, mais leurs vaisseaux ont un profil un peu plus bas et atterrissent à plat sur le sol, sur fond plat. Le fond présente 3 anneaux de couleur claire et 2 anneaux de couleur foncée, ainsi qu'un centre sombre sur la surface plane du fond, ce qui n'a pas été expliqué. Les dalles peuvent également respirer directement à notre atmosphère et n'ont pas besoin de caste environnemental pour débarquer de leur vaisseau, de la même façon que les pléiadiens. On peut citer aussi le vaisseau de Menara, une femme extraterrestre à la peau sombre, venue de la planète d'Eron dans le système de Vega, faire un contact en 1976 avec Billy. Son vaisseau, d'un autre type, planait sur un faisceau de lumière blanche qui brûlait la végétation au sol.
Billy Meyer a observé et photographié un jour des objets volants lumineux étranges qui changeaient constamment de forme. Ils imitaient les phares des voitures, les lampes de poche et les lumières environnantes. Leur taille variait entre 5 mètres et plusieurs centaines de mètres vus de loin, et certains étaient si lumineux qu'ils ont causé la surexposition de plusieurs films. Sam Jazay lui explique que ces objets proviennent de la galaxie d'Andromède et sont faits de matière fine, similaires aux vaisseaux bio-organiques mais non vivants. Ils sont générés par des forces de conscience d'une race humanoïde naine très évoluée, mesurant environ 70 cm. Ces êtres, appelés Nabulaniens, ont été envoyés par le Haut Conseil d'Andromède, à plus de 2 millions d'années-lumière de nous, pour observer la situation sur Terre et les interactions entre Billy Meyer et les Pléiadiens. Le Haut Conseil andromédien, aussi appelé Conseil suprême, est un groupe d'êtres hautement évolués, à la fois matériels et spirituels, vivant dans la galaxie d'Andromède. Il agit comme conseiller auprès de la Fédération pléiadienne, bien que celle-ci ne soit pas tenue de suivre ses recommandations. Le Conseil a visité à plusieurs reprises le centre Silver Star de Sam Jazay et ses photos de leur vaisseau existent. Le Haut Conseil d'Andromède a ainsi pu obtenir un rapport détaillé sur la collaboration entre Meyer et les Pléiadiens, y compris des aspects que ces derniers n'avaient pas entièrement transmis. Meyer compare ces Nabulaniens à des espions, bien que Sam Jazay préfère une autre terminologie. En 1978, Billy Meyer a reçu du Pléiadien Quetzal un ensemble de morceaux de métal et de cristaux pour analyse. L'enquêteur Wendell Stevens, qui était présent sur place avec d'autres enquêteurs, le jour où Billy a reçu ses échantillons, a rapporté que l'échantillon comprenait des métaux, des minéraux et un fragment biologique. Ces matériaux ont été étudiés par des scientifiques, dont le docteur Marcel Vogel, chercheur chez IBM et spécialiste en cristaux liquides, luminescence et magnétisme, qui est l'inventeur des disques durs à revêtement magnétique dans le domaine informatique. L'analyse métallurgique a révélé un processus inconnu sur Terre, impliquant une fusion à froid, et des tests aux rayons X ont montré la présence inhabituelle de thulium stable, des éléments dispersés de manière parfaite, et des motifs microscopiques sophistiqués, observés au microscope électronique, impossibles à reproduire avec la technologie terrestre. Marcel Vogel a conclu que ces matériaux défiaient les connaissances scientifiques actuelles et ne pouvaient pas être produits par la technologie humaine. Après l'analyse, l'échantillon a mystérieusement disparu. Les 130 atterrissages des vaisseaux pléiadiens ont eu lieu dans des zones herbeuses humides du canton de Zurich en Suisse, laissant des traces visibles pendant plusieurs saisons, parfois jusqu'à 3 ans. Ces traces comprenaient des branches cassées, des zones brûlées et des empreintes circulaires des pieds d'atterrissage. Les vaisseaux, d'environ 7 mètres de diamètre, se posaient sur un tripode dont les pieds circulaires laissaient des marques en vortex dans l'herbe. Certaines traces, comme celle du vaisseau de Menara, d'une race de Vega, présentaient des brûlures dues à des faisceaux d'énergie. Wendell Stevens et d'autres enquêteurs ont photographié et étudié ces empreintes en les comparant à des photographies anciennes et en recueillant des témoignages sur leur évolution au fil du temps. En 1980, les Pléiadiens ont donné rendez-vous à Billy Meyer pour enregistrer le son de leur vaisseau sans le rendre visible. Devant 15 témoins, dont sa femme Calliope et plusieurs proches, l'enregistrement a duré 10 minutes avec 4 magnétophones. Le bruit assourdissant a attiré d'autres habitants, mais s'est arrêté à leur arrivée. Des analyses audio ont révélé un son unique avec 30 fréquences changeantes
entre 4 et 2170 Hz, des variations d'amplitude et une onde en mutation constante. Des experts ont confirmé l'impossibilité de reproduire artificiellement ces caractéristiques avec la technologie existante à leur époque. Meyer n'entend habituellement que de brefs bruits de vaisseaux avec un faible volume sonore, surtout lors des atterrissages ou décollages. Ils sont silencieux durant le vol d'habitude. Le bruit fort et prolongé entendu cette fois-ci a été délibérément produit par eux pour être enregistré sur bande. Une partie des négatifs des photos de vaisseaux prises par Billy Meyer a été volée ou perdue, notamment dans le système postal, avec un taux de disparition anormalement élevé. Cependant, à l'époque où Meyer possédait encore ces négatifs, plusieurs enquêtes ont pu les analyser de manière approfondie. Les examens, qui ont coûté 50 000 $ aux chercheurs impliqués, incluaient une analyse microscopique de la structure des films négatifs eux-mêmes, des tests de leur densité, des analyses au laser sur les négatifs et analyses informatiques. Les experts ont vérifié la source lumineuse, les reflets et les ombres sur les vaisseaux et sur le reste de l'image, confirmant l'absence de double exposition, l'absence de montage ou l'absence d'utilisation de maquettes. Les résultats ont démontré que des objets photographiés étaient bien réels, de grande taille et en vol, correspondant aux impressions visuelles des clichés, sans aucun fil, ficelle ou autre élément caché de suspension.
Fin de la partie 3A. Suite à venir en partie 3B. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.